parle ce matin, c'est afin de vous donner finalement un rassemblement de réflexions que j'ai eues au cours des 30 ans, maintenant malheureusement 30 ans de carrière, avec différents joueurs, avec tous les âges, avec des débutants, avec des professionnels, avec des gens en formation, tout est différent. Alors évidemment c'est tellement large que ceci nécessiterait une formation qui durerait plusieurs années si on devait développer tout, mais par contre je souhaite quand même essayer de susciter des réflexions chez vous, d'essayer de susciter quelque chose afin de réfléchir. Je pense que c'est le plus important. C'est déjà le début de la démarche, avoir une réflexion et poser derrière une réflexion une stratégie. Quand je parle de stratégie, je m'engouffre déjà dans le mot coaching quelque part. Parce qu'une stratégie, c'est savoir ce qui va se passer. Alors pourquoi le terme venir à la motivation? En fait, c'est un petit subterfuge que j'ai voulu mettre parce que c'est très bien, mais je sais ici que je vois des parents de jeunes joueurs, je vois des entraîneurs professionnels, je vois des entraîneurs de club, les gens de la formation de cadre, les responsables de l'ADEPS, les responsables de tout. Mais chacun à son niveau va regarder son spot d'attention avec la chose qui le concerne, forcément. Donc évidemment, c'est un peu, j'ai commencé par là, c'est un peu trop large. Par contre, ce que je peux ici, c'est vous donner quelque chose, une idée vers le point ultime, ce que j'appelle le Graal. Évidemment, quand je dis ça, tout le monde va se dire « Ah ben sûrement, le Graal, c'est le joueur professionnel qui est abouti. » Ça, c'est ce que tout le monde va penser. Ben non, absolument pas. Absolument pas. Parce que si on devait former que des joueurs professionnels, et si tous les enfants qui sont entraînés ou qui vont pousser la porte d'un club doivent devenir professionnels, je pense qu'on va fermer pas mal de clubs. D'accord? Donc ça ne sert à rien de s'exprimer de cette façon-là. Donc le but, c'est d'arriver à entretenir une motivation. C'est ce que je dis. Donc le coaching doit venir en aide à la motivation. Mais qu'est-ce que c'est que la motivation? C'est bien, je suis motivé, je suis très très motivé. Un enfant va arriver, je suis motivé de jouer au tennis. Il ne connaît pas le tennis. Un joueur va dire, je suis motivé d'aller jouer en compétition. Ok? Pour combien de temps? Dans quelle catégorie? Qu'est-ce qui va se passer? Très vite, il va apprendre à gagner des matchs. Il va aimer gagner des matchs. Tous les joueurs aiment gagner des matchs. Tous les jeunes aiment gagner des matchs. D'ailleurs, c'est pour ça que la grosse difficulté qu'ont nos éducateurs qui reçoivent les jeunes, c'est au terme d'un match, le match est perdu, vous devez prendre les Kleenex. Le match est gagné, tout le monde est content. Ça, c'est pas de la motivation. La motivation, elle est longue. Elle est semée d'embûches. La motivation, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et comme se plaisait à m'expliquer un ancien professeur, la motivation, c'est ce qui pousse quelqu'un à entreprendre quelque chose et il finissait en disant « et à le terminer ». Ça, c'est vrai. Parce que si je commence à scier un arbre et que j'arrête à la moitié, ben, il y a un souci, on ne sait pas quand est-ce qu'il va tomber. Donc, c'est très important de situer ces choses-là et de se dire « tiens, la motivation, elle est fluctuante. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des états d'âme. On le voit. Ces joueurs de haut niveau que nous avons ici, dans le cadre du tournoi, ben, ce sont des êtres humains. Il y a des moments, ce que j'entends régulièrement à côté de moi, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu n'as jamais entendu ça, Philippe? Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il a. Il n'est peut-être pas motivé, il est peut-être motivé, il ne sent peut-être pas bien, il y a des soucis. Là, c'est un sport de contrariété, il n'accepte pas les contrariétés. Donc tout ça est très vaste. Donc, je vous ai mis une petite référence, j'espère qu'il n'en voudra pas. Il est là, Steve, il n'est pas là? Il est au boulot. Donc voilà, j'ai utilisé son image parce que je pense quand même que malgré tout, c'est un bel exemple de motivation avec toutes les embûches qu'il a rencontrées, le nombre de blessures qu'il a maintenant, et qui puisait en plus, après une belle carrière, on va arrêter Monsieur le Coupe Davis, on remarque quand même que Steve est occupé à bien réussir sa transition et devenir un entraîneur. Je crois que ça va être un entraîneur de très haut vol. On le voit avec le travail qu'il fournit avec son équipe pour l'instant. C'est très bien, mais je pense que, en tout cas, il est promu à un très bel avenir, dans le stable et dans la sérénité. Il apporte vraiment quelque chose au niveau du tennis. Donc, voilà, mon introduction, je vais la survoler parce que j'ai déjà été loin. Je vais essayer de vous dire, finalement, pourquoi est-ce qu'on travaille pour avoir des joueurs de haut niveau? Qu'est-ce qu'un sportif de haut niveau, à mon sens? Je vais vous dire, à mon sens, à nouveau, tout ça suscite des réflexions. Ce n'est pas une parole d'évangile. Il s'agit du fruit de ma réflexion et de ma pensée. Okay? Donc, en aucun cas, je ne prétends détenir la vérité quelconque. Qu'est-ce que le coaching? Évidemment, quels sont les résultats escomptés au terme d'un coaching? C'est important. Qui peut devenir coach? Je ne vais pas vous dire qui peut devenir coach. De nouveau, une réflexion. Qui a les armes pour devenir coach? Je ne sais pas si des gens ont eu le plaisir de voir le petit reportage sur Raymond Goethals, mardi soir, je pense, ou lundi soir, je ne sais pas, il y a des gens qui l'ont vu. Personne.
Ah bon, personne. C'était il y a 2 semaines, mais alors on l'a repassé. Et tu l'as vu? Oui. Et quelle a été la phrase qui t'a marqué au sujet des entraîneurs? C'est pas toujours facile pour tout ce qu'il dit. Mais... Ah bon? Et personne n'a une remarque? Il a dit à un moment, on ne devient pas coach, on n'est pas formé à être coach, on est coach. Et ça, j'ai bien aimé. William qui tique à ce que je dis, mais ça, c'est tout à fait pour ça qu'on doit y réfléchir. Moi, je pense que Raymond a raison, tu sais, William. Donc, enfin, bref. Un coaching, c'est un vecteur de motivation, nous allons en parler. Le coaching est-il une solution ou un chemin à emprunter? En tout cas, afin que l'on soit clair, et pour aider tout le monde, je vous donne une petite citation. Je ne suis pas un fan du gars, mais la citation m'a plu, donc je vous invite à la lire, afin de planter la mentalité dans laquelle je pense qu'il est important d'être, afin de continuer ma présentation. Voilà, on va se dire qu'est-ce que ça vient faire dans le sport. Toujours est-il que, personnellement, ça m'inspire pour pouvoir continuer. Alors, le sportif de haut niveau. Alors, si je mets une petite image de Raphaël, je pense que il le mérite. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire que ce garçon-là n'a pas fait preuve de motivation au cours de sa carrière. Il a commencé au top. Il est toujours au top. Je pense que ça commence à être un peu fatigant physiquement, mais ça fait longtemps, puisque déjà au début de ma carrière avec David en 2014, quand je lui ai dit ça ne va pas au cours d'un entraînement, ça ne va pas le genou, il m'a répondu, parce qu'il parle le français, on ne le sait pas nécessairement, il m'a dit tu sais Thierry, j'ai toujours eu mal au genou et j'aurai mal toujours au genou. Donc il vit avec cette douleur au genou en permanence. Donc je définis le sportif de haut niveau comme un compétiteur, c'est évident. Je tiens à préciser que pour moi, le compétiteur est plus important que le gars qui aime gagner. Parce que d'abord, on va parler de la gagne tout à l'heure, mais surtout, j'aime pas les gens qui aiment gagner. Parce que pour moi, aimer gagner, c'est déjà se mettre des limites. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est se mettre des limites. Parce que le compétiteur, à l'instar du gars qui aime gagner, il aime aller chercher au-dessus. Il aime aller voir ce qui se passe à un plus haut niveau. Il n'est jamais content de ce qui se passe. Il veut se confronter à un plus haut niveau encore. Donc, il sait qu'en s'exposant à cela, il va devoir passer par des défaites. Donc, la défaite, il ne faut pas nécessairement la vulgariser ou la voir comme un échec. Bien au contraire, et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Il est insatiable. Je pense que sa carrière à Rafael Nadal montre bien qu'il est insatiable. Je pense que le sportif de haut niveau, c'est un éternel insatisfait et il a intérêt à l'être. C'est un trait de caractère. On est champion. Pourquoi? Parce que quand vous avez gagné, vous n'êtes pas frustré. Il y a un tableau de 128 dans un grand chelem, il y en a un qui ne sera pas frustré. Pensez bien que le finaliste sera frustré. Donc il y a eu avant ça 127 frustrés qui doivent gérer leur frustration. Et le gagnant, il a la chance d'avoir ce plaisir pendant quelques heures. Parce que la semaine suivante, il doit remettre l'ouvrage sur le métier, il va devoir retourner en club, retravailler, repartir sur un tournoi, avec le même stress, avec les mêmes inquiétudes, et il va devoir essayer de regagner. Et je pense que je fais une petite parenthèse là-dessus, je crois qu'il ne faut pas confondre un événement, vous savez qu'avec mes entraîneurs, je le répète souvent pour l'instant, il ne faut pas confondre un événement. Un tournoi, un grand chelem est un événement. Rafael Nadal, maintenant, a une histoire qui a été composée d'événements. Une succession de tournois qu'il a gagnés, d'événements qu'il a vécus, de difficultés qu'il a vécues. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas pour vos jeunes, et je parle aux parents, aux formateurs, c'est le plus important, évidemment, l'histoire, elle est très longue. Il ne faut pas s'arrêter à son histoire au moment X présent. Il faut bien se dire qu'elle va être très très longue et qu'il va y avoir plein de choses qui vont se passer. Donc cette vision doit être beaucoup plus large que de s'arrêter à un événement. Audacieux, je pense que tout le monde est bien d'accord, c'est un sport incroyable, le tennis. C'est un sport d'adaptation. Il a existé dans l'histoire du tennis, des joueurs, des champions. Alors je suis désolé de faire un peu nostalgique et faire référence au passé, mais il y a eu quand même malgré tout un ancien numéro mondial qui a gagné son premier grand chelem en faisant des ronds très hauts au-dessus du filet, et qui a gagné son dernier grand chelem avec des slices en montant, en faisant des services volés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? Qui a répondu Villander? Excellente réponse. Tu passeras après pour le cadeau. Villander, effectivement. Évidemment, et le sportif reste un masochiste. Un sadomasochiste. Non, je vous rassure, je n'ai pas vu Rafael Nadal en slip en cuir avec un fouet. C'est pas ça du tout. Mais c'est un masochiste parce qu'il n'y a rien à faire. Il aime, il a du plaisir à cette douleur en permanence de souffrir tant physiquement parfois que psychologiquement.
Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Je pense quand même que si on parle de sportifs de très haut niveau qui vont s'exposer, pour les comprendre, c'est de bien se dire, arrêtons ces conversations du café du commerce, ou qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait là, mais essayer de les comprendre dans la difficulté qu'ils ont. C'est extrêmement difficile de toujours se remettre en question, de toujours être dans cette douleur. C'est inconfort. Parce que parfois on se dit, vous savez, au début de ma carrière, c'était très très chouette, mais pas là, le président de Chapelle-l'Herlémont, vous le rappellerez. Alors, tu vas encore en vacances? Non, non, je ne vais pas en vacances. Finalement, les déplacements, les voyages à répétition, vous pouvez demander à mes entraîneurs, c'est une contrariété, c'est un inconfort, et à un certain moment, ça devient tout simplement un travail. Donc, le coaching dans un sport individuel, pourquoi est-ce que je vous mets ça? Pas du tout parce que vous êtes des enfants, c'est facile de l'expliquer. Pourquoi? Parce que le coaching, très bien, il y a le sport individuel. Le sport individuel, ça porte bien son nom, et ça s'adresse d'une personne à une personne. Le sport collectif, il n'y a rien à faire, c'est la gestion de groupe. Donc ça, je fais bien appel je fais référence à ça parce que je voudrais bien qu'on ne prenne pas des vessies pour des lanternes et qu'on arrête de mélanger les deux. Je trouve ça absolument aberrant. Parfois, on a des conseils des gens du sport co, ou nous, en tennis, on va donner des conseils aux gens du sport co. Mais c'est pas du tout la même psychologie, le même management. Donc, je pense qu'il faut cesser d'être ridicule et de comprendre que chaque sport a sa spécificité, a ses critères, et que l'on respecte chacun. Pour le voir, ça ne sert à rien. Je ne vais pas essayer d'aller expliquer aux basketteurs ce qu'ils doivent faire. N'est-ce pas, monsieur Dessy? Donc, en sport individuel, évidemment, il y a des paramètres maîtrisables, c'est très important. C'est pour ça que je le signale, c'est l'athlétisme. L'athlétisme, c'est un sport que je ne vais pas qualifier de facile, très difficile, avec énormément de pression, mais il y a un atout. Ils connaissent l'événement, où ils vont aller, quand est-ce qu'ils vont aller, à quelle date, pour quand ils vont se préparer. Ils savent d'où ils vont partir, où ils vont aller. C'est très difficile d'être très performant à ce moment-là. Ça se joue sur quelques secondes, ou sur un saut, ou sur un lancer. C'est très difficile. Mais les paramètres sont maîtrisables. Donc, c'est un coaching complètement différent, parce que c'est un discours qui va s'adresser. Au tennis, malheureusement, vous le connaissez, tout le monde ici, si vous êtes là, connaît les règles du tennis. Il y a des lignes, première contrariété. Il y a des surfaces différentes, deuxième contrariété. On joue dans des pays différents, troisième contrariété. Il y a un filet, quatrième contrariété. Il y a une balle, cinquième contrariété. Il y a un adversaire, sixième contrariété, et il y a soi-même, septième contrariété, parce qu'on n'est pas toujours dans son assiette. Donc, finalement, pour tous nos jeunes et pour tous les entraîneurs, expliquer que apprendre à gérer la contrariété, finalement, c'est l'essor même de notre sport. C'est très difficile, mais c'est extrêmement riche. C'est complètement différent. Je ne vais pas m'étendre sur le sport collectif. On est bien d'accord qu'il y a aussi des paramètres maîtrisables. Et comme dans le football, ou le basket, ou le handball, il y a des paramètres qui sont beaucoup moins maîtrisables. Ce que je veux mettre en évidence, c'est que ça nécessite quand même de l'humilité et de rester chacun à sa place parce que c'est très difficile et pas d'essayer de faire des choses quand on ne connaît pas les éléments. Alors, comment coacher? Là, c'est un truc un peu bateau. Mais avant toute chose, je reste fidèle, en tout cas, moi je l'ai fait. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je vous laisserai maître de votre réflexion. Moi, je continue à croire que de toute manière, on ne fait un travail sérieux que quand on est dans le dossier. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'essayer de coacher à distance. À l'époque, avec Pioline, c'est un psychologue du sport, c'est vrai, il faisait ça par téléphone. C'est bizarre. Maintenant, si ça avait été vraiment une règle, tout le monde coacherait par téléphone. Donc, ce n'est pas vrai. C'est des bêtises. Donc, vivre le dossier, vivre dans la réalité, ce que j'appelle la réalité, c'est très difficile. Et c'est pas au cours d'un match. C'est pas parce qu'on est venu voir un match applaudir et tirer des conclusions qu'on va nécessairement avoir la solution. J'en ai trop connu qu'il y avait la solution en un quart d'heure, mais malheureusement, dans la réalité, quand on fait les dossiers, non, il faut des semaines, il faut rabattre l'ouvrage sur le métier, comme je l'ai déjà dit, toujours se remettre en question, essayer de repenser à chaque fois les choses. Donc il faut bien connaître son interlocuteur ou ses interlocuteurs à tout âge et à tout niveau. Être capable de poser un constat. Un constat, il faut de l'objectivité, il faut quand même de l'expérience, ça nécessite de la compétence, savoir ce que l'on va faire. Définir les objectifs. Pour moi, j'ai repris évidemment la terminologie moderne des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporairement définis. À l'époque, on appelait ça maintenant des objectifs opérationnels, il faut que ça serve à quelque chose. Je préfère opérationnel dans notre cas. Pour le dernier point que je citerai après,
définir une stratégie et un programme adapté. Dans le tennis, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Si on est un professionnel, le choix du programme est essentiel. Et le choix de la stratégie, donc du programme de compétition, mais également de ce que l'on va mettre en place, doit être intimement lié au choix de la compétition. Et alors, le dernier point qu'on oublie toujours, malheureusement, ça c'est pragmatique, c'est pas dans les cours, mais c'est de mettre ses priorités. Pourquoi? Parce que si on prend le cours, ben on va vous dire, voilà tout ce qu'il faut faire, et après, quand on est dans la réalité, ben on se rend compte que ça marche pas. Il faut mettre ses priorités, il faut prendre des bons chevaux de bataille, parce que ça sert à rien d'aller dans toutes les directions, ça ne marche pas. Donc, le résultat du coaching, voilà, je ne sais pas si Ferrero a donné ce résultat-là. Malheureusement, physiquement, ça ne marche pas trop pour l'instant, mais on ne va pas tirer de conclusion. Pour moi, en tout cas, le résultat d'un bon coaching est le développement de l'athlète. Le développement de l'athlète, c'est d'abord sur et en dehors du cours. C'est essentiel. Pourquoi? Parce qu'il y a une incidence pour la performance, tant sur le cours, pour le savoir-être, qu'en dehors du cours. En dehors du cours, il y a plein de choses qui se passent. Souvent, c'est en dehors du cours qu'on se détruit. C'est en dehors du cours parce que c'est en dehors du cours qu'on va commencer à avoir, pour des professionnels, parfois des problèmes avec un sponsor, des problèmes familiaux, avec une petite amie ou une épouse, des problèmes avec ses enfants, des problèmes avec plein de choses. Il y a beaucoup de sportifs qui, malheureusement, doivent gérer et leur vie familiale et leur vie professionnelle. Donc, en dehors du cours, il n'y a rien à faire. Il faut pouvoir être à l'écoute. On en parlera tout à l'heure. Développer l'adaptabilité de l'athlète, je suis cohérent. Je vous ai donné les paramètres du tennis. J'ai essayé de m'expliquer quelles étaient les règles pour pouvoir jouer au tennis. Je crois que c'est important de le refixer de temps en temps. Donc, trouver des solutions, évidemment, technico-tactiques, techniques et tactiques, mais bien sûr, c'est les autres. Physique, évidemment, en faisant appel, on ne sait pas tout faire. Hein. Il n'y a pas un coach ni un entraîneur qui est Superman, qui sait faire et la tactique, et le physique, et la psychologie, non, il faut arrêter de déconner, il n'y a personne. Ou alors, il sort une cape rouge, il sort son petit truc de Superman. Le problème, je ne l'ai pas encore rencontré. Le physiologique, de plus en plus important, vu les conditions. On l'a vu, en Australie, on a le déplaisir de pouvoir jouer parfois par des températures ingérables, et puis le lendemain, perdre 20 degrés, ben, ça nécessite des adaptabilités physiologiques, ça nécessite de trouver des solutions, donc l'athlète on doit trouver des réponses très rapidement. Donc l'adaptabilité reste un facteur essentiel. Alors, j'ai mon ami Thibaut Jacques qui me dit établir le psychologique. Non, parce que le psychologique, c'est vraiment le plus important. Mais ça, on y vient tout de suite. Devenir un chef d'entreprise. Pour moi, chez le professionnel, c'est essentiel. Je pense que c'est un paramètre que l'on oublie. Mais le problème, c'est que tous les bons, tous les grands, tous ceux qui s'en sortent et qui ont une carrière épanouie sont devenus des chefs d'entreprise. Après leur carrière. Tiens, c'est bizarre. Parce que leur carrière a servi justement à devenir un chef d'entreprise autour de son équipe, autour de son kiné, son physio, autour de la gestion même avec son entraîneur, qui a une relation particulière. J'en parle aussi juste après, cette relation très très forte qu'il va avoir, mais on est toujours l'employé d'un joueur, on n'a pas le choix, ça, malheureusement. C'est pour ça aussi qu'il faut bien regarder l'objectivité de la relation qu'on entame avec un entraîneur ou avec un moniteur ou avec une structure. Et développer, évidemment, pour moi, ce fameux Graal qui est d'avoir un individu autonome. Et là, c'est un gros choix, c'est un choix personnel. Parce que je suis depuis assez longtemps sur le circuit, mais avec d'autres, et j'ai vu de tout. J'ai vu des gens qui avaient une véritable relation de professionnels, des relations d'amitié. J'ai vu des gens qui avaient une emprise aussi, et surtout, malheureusement, dans le tennis féminin. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, je ne suis pas du tout un spécialiste du tennis féminin, mais j'ai entraîné quand même des jeunes filles, tant au BATD, que même si ça a duré qu'un mois, mais avec d'autres filles. Mais ces relations, pour moi, ce sont des relations, personnellement, où je ne peux pas y adhérer. Je ne peux pas, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Je n'aime pas du tout l'autonomie de l'individu, l'éducation de l'individu, l'amener à marcher de voler de ses propres ailes, de marcher par lui-même, est essentiel. Le bon coach, pour moi, ça n'engage que ma personne, et beaucoup de gens sur le circuit ne sont pas d'accord avec moi, ne doit pas dépendre de ce coach. Pour moi, c'est un coaching court terme, c'est un coaching c'est de la provocation, mais pour les ersatz de coach.
Donc, l'état d'esprit du sportif de haut niveau, le sportif a plusieurs choses dont il faut tenir compte afin de pouvoir travailler, d'essayer d'utiliser la stratégie dont je viens de parler. Le sportif doit être coachable. Pourquoi je dis s'il est coachable ou pas? Ça ne sert à rien d'essayer de faire ce qui n'est pas. Si on n'est pas sur la même longueur d'onde, on ne parle pas la même langue. On n'impose pas sa présence auprès d'un sportif. Je suis désolé, c'est des bêtises à nouveau. On doit voir si on parle de la même chose. Selon moi, c'est très important de comprendre qu'il y a une notion de loser et de winner. Les entraîneurs, je m'excuse, je deviens plus vieux, je radote, vous le savez bien. Donc pourquoi la notion de loser et de winner? C'est parce que tout le monde va faire la même chose, va traduire gagnant, perdant. Évidemment, c'est faux. En sport, ça n'existe pas. Le winner, en sport, c'est la personne qui sait ce qu'il va faire s'il vient en perte. J'ai perdu, qu'est-ce que je vais poser? Je remets le coaching en route. Là, je peux entretenir ma motivation. Là, je peux y aller. Le loser, je ne vais pas citer le nom, j'en connais, mais je ne peux pas parce que je suis professionnel et que je les respecte. C'est la personne qui sait ce qu'il va faire s'il vient à gagner. Je vais aller au tournoi là, mais ça va, ça je maîtrise. Je vais faire 3e tour. Ouais. C'est pas comme ça qu'on aborde un grand chelem, c'est pas comme ça qu'on aborde un tournoi, et c'est pas comme ça qu'on aborde une carrière. Et généralement, quand on fait ça, on se réentraîne en n'étant pas sur les bons éléments, parce qu'on ne sait pas s'entraîner de la façon efficace pour pouvoir reproduire après, en compétition, ce que l'on a travaillé. Il y en a beaucoup, malheureusement. Et je vous invite chacun à réfléchir. Il y en a beaucoup qui sont très très forts à l'entraînement. Ils frappent bien, ils frappent même trop fort. Vous dites, oh, et c'est dedans, tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne va pas en match? Pourquoi est-ce que c'est mental? Voilà, on a vite résumé. C'est un résumé un peu raccourci des choses. Non, il ne s'entraîne pas juste. Il n'est pas sur les éléments qu'il va utiliser en match. Donc, renouveau, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut être dans l'événement pour connaître ce joueur. Ce n'est pas l'entraîner, il faut aller voir les matchs, il faut les connaître en compétition pour faire du coaching. Je ne vais pas dire, attention, qu'au niveau des écoles de tennis, vous devez, avec votre travail, aller voir tous les matchs. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On est sur le coaching ici. D'accord? Donc, je vous ai parlé de loser, de winner. La réalité circonstancielle. Pourquoi la réalité circonstancielle à votre avis? Vous n'avez jamais eu quelqu'un qui a dit « Incroyable, je n'ai pas raté une balle. Je joue super bien. Je savais où allaient les balles, je jouais et j'ai tout réussissé. » Ce n'est pas ton niveau. C'est circonstanciel ce qui s'est passé. J'ai battu un tel. Oui, ok, mais donc lui, est-ce qu'il est joué à son niveau? Le circonstanciel est très important. Il faut en tenir compte. La gestion des situations de crise. Croyez-moi, pour le coach, il y en a de temps en temps. Évidemment, quand on a la presse, on n'apprend pas qu'il y a une gestion de crise. Pourtant, pour moi, allez, sans exagérer, 75% du temps, on est sur la gestion de crise. L'état de la motivation, on y est, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des hommes, ce sont des femmes, ce sont des êtres humains, avec des hauts, avec des bas, avec des moments. Est-ce que Djokovic n'a pas eu de gros moments de crise dans sa carrière? Oui, il en a eu un moment. Est-ce que Nadal n'a pas eu de moments de crise? Il en a eu. Federer, je me plais toujours à raconter l'histoire de Federer, on la connaît. C'est les réussites. Mais en 2001, il était déjà au top. Je me souviens d'un 6-3, 6-3, 6-3, 6-3, contre Hicham Arazi, où Federer faisait ses coups droits, qui sont une référence avec son retour, avec son poignet. Et croyez-moi, le temps du doute, les balles allaient dans le milieu du filet. On parle de Roger Federer. Et il n'a pas trouvé une solution et il ne s'en sortait pas. Donc, qui peut devenir coach alors dès lors? Je pense que les qualités, et je reste d'accord avec Raymond, il faut plusieurs qualités. Il faut avoir de l'empathie. Sans empathie, ça ne sert à rien. C'est ça. L'empathie, c'est être capable d'observer l'autre. C'est être capable de ressentir ce qu'il a. C'est être capable de se mettre à sa place. C'est être capable de s'adapter. De la sérénité. Je peux vous dire que ça, ce n'est pas une qualité que je me reconnais. Donc, la sérénité est très importante parce que plus la personne est sereine autour du joueur, mieux c'est. Ça, c'est remarquable parce que la sérénité amène cette maturité, cette force nécessaire à l'encadrement des joueurs. La disponibilité est indispensable. C'est pour ça que moi, j'avais qualifié très tôt les coachs, pas les moniteurs de tennis, il ne faut pas se tromper, les coachs sur le circuit de majordome parce qu'ils sont un petit peu à l'image du majordome de Batman. Batman, c'est le héros, mais le majordome, il l'aide à essayer de rester parmi tous ces états d'âme qu'il va avoir. Le majordome, pour moi, c'est celui qui va aider le héros. Le réalisme est essentiel. Ça ne sert à rien d'aller poser des objectifs, faire croire qu'on peut gagner des matchs. Oui, mais alors il faut les armes pour le faire. Il faut que le gars puisse s'y retrouver à un moment.
Tu en es capable, c'est bien, you can do it, c'est américain, mais ça marche qu'avec les Américains. Essayez un peu en français, il faut juste le faire, barrez-vous, parce que si la raquette dans le main, vous risquez de prendre la raquette dans le front. D'accord? Donc le just do it, on va le laisser aux Américains. La créativité, cette créativité est toujours importante. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien d'entraîner les gens toujours dans le même endroit. Il faut changer les autres. Il faut changer les contextes, il faut changer les exercices, il faut changer les partenaires d'entraînement. C'était très essentiel. Cette créativité doit sortir des zones de confort son athlète et essayer de ramener des choses pour pouvoir continuer à entretenir. N'oublions pas le thème de cette motivation qui doit rester essentielle et qui est très fragile, qui doit durer longtemps. Désolé pour moi, mais je me sens obligé, c'est humble, mais je suis obligé de le dire. Attention aux ersatz de coach. L'ersatz, c'est pas du Bordeaux, c'est une copie de Bordeaux. C'est pas du foie gras, c'est une copie de foie gras, c'est du pâté. Donc c'est pas très très bon. Je n'aime pas, et je le dis, je le signale, que les charismatiques narcissiques, il y en a beaucoup. Hein? Désolé, il n'y a personne ici sur le circuit qui utilise « on a gagné ». Non, ça va, ok. Parce que j'ai un truc, j'ai difficile avec ça. Non, le coach n'a pas joué comme le joueur. Il y en a beaucoup, on a gagné. Bah, c'est bien, t'as bien joué, bravo. C'est pas trop ma tasse de thé. Les mercantiles, je peux comprendre qu'on peut gagner sa vie. Il faut gagner sa vie. Il faut être intéressé. On grandit, on monte la montagne ensemble, mais le mercantilisme, c'est autre chose. Je fais ça pour le pognon. Les croyants non expérimentés, ça c'est le café du commerce. Je crois que vous les connaissez. Hein. Vous savez, au mi-temps dans les buvettes de matchs de gamins, quand on est à la mi-temps devant une Carlsberg ou une pinte, vous avez toujours généralement 50 par an qui, s'ils avaient joué la première mi-temps, ils auraient gagné le match. D'accord? C'est à ces gens-là que je m'adresse. Les incompétents, parce que malheureusement, il y a des gens qui sont un peu fous, hein, ils se croient compétents alors qu'ils ne le sont pas. Et ça, on ne pourra jamais, on est dans le sport. C'est quelque chose qui est impalpable, qui est truc, mais il y a des gens incompétents et les mauvais communicateurs, évidemment, parce que même on a encore trop de gens. Et donc, je veux faire vite une petite parenthèse pour bien associer tout le monde. Je crois qu'il est essentiel, et je fais, si vous m'entendez, si ça vous sensibilise, on doit participer aux formations, les formations de cadres. Pourquoi? Parce que ces formations, c'est ça qu'elles doivent rassembler. Rassembler du bon sens autour de ce que l'on fait. C'est d'avoir des gens compétents dans tous les domaines. Il est essentiel pour avoir un sport fort, d'avoir des cadres forts qui savent ce qu'ils vont faire. Par contre, pour moi, ces formations doivent être tout le temps réadaptables, puisque les choses changent, les sociétés changent, les priorités changent, les enfants changent, les besoins des clubs changent. Donc, il faut être des acteurs participatifs de ce genre de choses, à l'image de ce qui s'est souvent fait, hein, mais je crois qu'il faut bien se mettre ça dans l'esprit. Il est essentiel de se former. Non, soyez exigeants aussi, peut-être avec vous-même, mais également avec les formations, parce que les formations doivent correspondre à la réalité. Ça, je pense que ce que je dis n'est simplement que du bon sens. En quoi le coaching peut-il venir en aide à la motivation? En quoi? Je pense que ce que j'ai présenté, j'essaie de vous mettre, si je fais partie des vieux, hein, donc si je mets un PowerPoint, c'est pas pour vous donner un cours, loin de là, c'est essayer de tenir un fil conducteur pour que vous sortiez de là avec une idée concrète du cheminement. La psychologie de l'individu est essentielle, est au centre. Je suis désolé. J'ai vu beaucoup de coachs, j'ai vu beaucoup de joueurs, et j'ai vu quasiment autant de coachs différents que je n'ai vu de joueurs. Je n'ai jamais vu quelqu'un de standard. Donc pour moi, un joueur, c'est un pot de confiture, et le couvercle, il doit aller sur le bon calibre. Je suis désolé, mais j'ai vu des adaptations. J'ai vu des qualités différentes chez chacun. Peut-être un jour, ce qui convient à l'un ne convient plus à l'autre. Il y a cette adaptabilité. Mais arrêtons de croire que tout le monde fait la même chose. Là où je suis très inquiet pour l'instant, et je le dis avec beaucoup de bienveillance à tous mes camarades, c'est dans la préparation physique. Ou dans la préparation physique, pour l'instant, depuis le début où j'ai fait mes premiers grands chelems en 2000, et dans le dernier grand chelem, c'était en 2019, donc ça fait quand même, c'est pas mal, c'est quand même presque 20 ans, où j'ai vu l'évolution dans les salles de préparation physique, où les gars, je me suis dit, je sais pas, comme ces fourmis là, qui ont le champignon, le parasite qui les rend un peu fous, s'ils n'ont pas été piqués. Parce que parfois, je les vois sortir de là, 1 heure d'échauffement, avec des choses où finalement ils essaient de gérer leur stress, et qu'est-ce que je vois derrière? Je vois des gens qui sont complètement déjà carbo, et particulièrement à nouveau chez les filles. Donc j'attaque pas les filles, loin de là.
Au contraire, je défends, parce que je ne vois pas pourquoi on doit les échauffer comme ça. Je ne vois pas l'intérêt. Un échauffement, c'est un échauffement, c'est une mobilisation articulaire, c'est ma mise à température du corps. Il ne faut pas faire Polytech pour pouvoir dire ça et être prêt à donner le meilleur de soi-même, mais pas arriver carbo. Parce que finalement, maintenant, avec le détail du détail du détail, excusez-moi, ça ne marche plus. C'est la même chose dans un coaching. J'ai l'impression parfois, j'ai vu certaines personnes sortir un lexique du cours. Fais ci, fais ça, fais là, fais là, fais là, à quelqu'un qui va avoir une balle qui vient très très vite, dans laquelle il ne peut pas réfléchir et doit être spontané. Réfléchissons un tout petit peu. Et pour petite anecdote, à l'époque, le coach est coach, il s'appelait quand même Brad Gilbert, il a une belle carrière de tennis, il a écrit un bouquin, Comment gagner quand on n'est pas beau. Tout le monde l'a connu, beaucoup l'ont lu. Et puis il a eu de très bons succès avec les joueurs. Bon, je vous demande aussi de relativiser. Parce que le bon coach, c'est le gars qui a les bons joueurs. À partir du moment où il arrive à rentrer dans la tête des bons joueurs et à les faire accompagner, c'est toujours un peu plus facile. Je pense notamment à la grande écurie qui gagne tout pour l'instant. Non, il n'a pas formé tout le monde. Ils sont arrivés en étant déjà les meilleurs mondiaux de leur catégorie et ils les rassemblent, c'est très bien. À l'époque, dans les années 70, il n'y avait pas de coach autour des joueurs. Le premier coach qu'on a connu, c'est Leonard Bergelin qui était avec Björn Borg, mais les autres, je suis désolé, vous avez connu leur coach à part. À d'autres, qui peut me citer un coach de Connors? De Connors? Non, c'était Brian Gottfried qui avait politique. Désolé. Non, mais de toute manière, Bollettieri a une structure. Mais ce que je veux vous dire, c'est que tout le monde n'avait pas de coach. Par contre, là, vous avez raison. Et avant Bollettieri, puisque on est le plus âgé, dommage, où est-ce qu'ils allaient s'entraîner? Chez le vieux sorcier. C'est qui le vieux sorcier? Patrick. J'ai dit Patrick. Patrick aussi. Donc, Harry Hoffman. Tout le monde allait s'entraîner là. Donc, il n'y avait pas de coach à ce moment-là. On ne les accompagnait pas, on les entraînait. Voilà. Donc, je me suis écarté un tout petit peu. Connaître son interlocuteur, le respecter et l'aimer. On va dire, qu'est-ce qu'il vient faire? Voilà, non, je vous assure, je ne suis pas fleur bleue. Je ne suis pas un bobo qui va vous dire, il faut aimer. Aimez-vous les uns les autres, j'y crois pas. Je m'explique ce que je veux dire par aimer. On ne sait pas vivre avec quelqu'un si on ne l'aime pas. Moi, j'ai essayé, et je peux vous dire que je sais pourquoi j'ai été très mauvais avec eux. Parce que je les aimais pas. L'aimer, c'est être content de ce qu'il est. Se réjouir de ce qu'il est et croire en lui. Ça, c'est un truc dont on ne parle pas, mais c'est essentiel. Et croyez-moi, ici je m'adresse en tant que coach à un public qui va donner des cours, qui va coacher, qui va essayer de réfléchir. Mais n'oubliez pas qu'en face, il y a un interlocuteur qui est le joueur, qui a sa sensibilité, qui a ses difficultés. C'est lui qui est en difficulté. Et c'est lui qui doit se sentir aimé. J'en parlais avec David, très peu. Mais les coachs dont il se souvient, c'est les coachs. Il se sentait aimé. Et dans l'émission de Raymond Brutal, ça se sentait aussi très très fort. Donc le fait d'aimer son joueur est essentiel. Si vous ne l'aimez pas, n'essayez pas de le faire, parce que vous verrez, c'est pas lui qui va être mauvais. Non seulement lui sera mauvais, mais vous serez mauvais aussi. Le Graal, je répète, que chaque individu soit capable de s'auto-coacher. Pourquoi s'auto-coacher? Soyons humbles. Fais ci, fais ça, c'est très bien. Mais au moment de prendre la décision de jouer le long de la ligne, de jouer plus haut, de prendre la balle plus tôt, de faire une volée amortie, c'est pas le coach qui le décide. C'est le joueur qui va devoir prendre la décision. Donc ne nions pas, nous ne pouvons pas ne pas imaginer que le gars réfléchit à tout ce qu'il fait, il le fait dans la spontanéité, mais il doit s'auto-coacher. La décision avant chaque point, le choix des autres. Donc, en chaque joueur, il y a un coach. C'est ça qui est essentiel. Allez, encourage-toi, sois concentré. Mais qu'est-ce que vous lui demandez? Auto-coach-toi. Essaye de remettre sois vigilant. Essaye de faire attention. Regarde ta balle. C'est con comme conseil. Regarde ta balle, il faut être bête. Et pourtant, croyez-moi, c'est le meilleur conseil qui arrive. Le fameux bouge tes jambes, c'est essentiel. À quoi ça sert de parler du haut du corps si les jambes ne se sont pas bien mises, si l'activité des jambes n'est pas bonne? Donc, ça reste des choses basiques, mais que le gars sache pourquoi il va le faire. Ça, c'est autre chose, et pas donner les phrases bateau sans avoir expliqué à son jeune ou à son joueur pourquoi essayer de faire ça. Atteindre l'autonomie totale de l'individu, selon moi, reste essentiel. Je vais être rapide sur la suite, parce que le temps passe vite. L'auto-coaching, est-ce un vecteur de motivation? Mais bien évidemment. On ne va pas nier qu'il y a des motivations qui sont intrinsèques à l'activité. Intrinsèques à l'activité, c'est le slide de droite, c'est ce que j'appelle marcher seul, c'est le goût du jeu. J'ai eu la chance d'aller m'entraîner avec David, d'aller entraîner David
vous imaginez le lapsus, avec Federer, et quand je suis revenu des 10 jours, j'ai dit, mais putain, j'ai percé le secret de Federer, vous imaginez quelle arrogance de ma part. Et vous savez qu'est-ce que j'avais percé? Il n'avait pas changé d'un millimètre, il était le même gamin que j'avais connu à 13 ans. Les mêmes jeux, les mêmes bêtises, les mêmes amortis, le même plaisir de jouer, les mêmes, exactement la même personne. Oui, évolué, il était devenu un chef d'entreprise, oui, il était devenu quelqu'un d'important en 2015, mais sur le terrain, c'était exactement le même garçon que celui que j'avais connu dans les moins de 14, quand je l'ai connu, il avait 10 ans, exactement le même garçon. Donc, le plus important, c'est cette motivation intrinsèque au jeu, elle est essentielle. Par contre, s'il vous plaît, évidemment, on va se dire, ah, il oppose, c'est pour ça que je le provoque, je mets ce monsieur en costume devant des pièces d'or, c'est pas... Il ne faut pas nier toutes les autres motivations. Le professionnel, ce n'est pas la personne qui ne fait que ça, c'est la personne, le professionnel, qui gagne sa vie avec ça. Donc tout le monde n'est pas professionnel, je suis désolé. Hein. On est professionnel à partir du moment où on gagne avec sa vie, avec son activité. Donc, bien sûr que l'argent est un aspect extrêmement important, ça ne sert à rien d'être hypocrite et de le nier. Et évidemment que tous les aspects psychologiques sont aussi extrinsèques à l'activité, parce qu'il peut y avoir des gens qui veulent, parce qu'ils ne sont pas très grands, prouver qu'ils sont capables de battre des grands. Je ne le citerai pas non plus, j'ai connu plusieurs joueurs, notamment en français, parce que je parle avec eux, et quand on passait du temps, c'était assez dur de les entendre parler d'eux-mêmes, en disant, mais t'as vu la gueule que j'ai, parce qu'ils n'étaient pas beaux, mais ils avaient une niaque, pas possible, c'était une motivation extrinsèque, parce qu'ils voulaient, comme ils n'étaient pas beaux, se prouver qu'ils étaient quelqu'un, qu'ils arrivaient à sortir quelque chose. Toutes ces motivations sont importantes, il ne faut pas, surtout pas, ne pas l'envisager, il ne faut pas les nier non plus. Donc, évidemment, je crois que la réponse, si j'ai été éloquent et si j'ai pu me faire comprendre ce matin dans ma présentation, est-ce une solution, le coaching ou un cheminement? Moi, en tout cas, évidemment, il n'y a pas de solution. La personne qui l'a, c'est qu'il n'a pas travaillé, c'est qu'il n'a pas coaché, il n'a pas été sur le circuit. Je suis désolé. Dire moi, je ferais ça. Hein, à Liège, il y a toujours un brave homme qui est un peu fou, qui vous fait dire, moi, je sais mettre les coups droits chez tout le monde. Hein, s'il m'écoute, je ne voulais pas vous faire rire, hein, les Liégeois. S'il m'écoute, en 3 heures, j'ai réglé le problème, pas de problème, c'est bien. Ok, c'est de la folie, quoi. Voilà, c'est pas grave. Hein, il faut parfois une touche de folie. Donc, pour moi, évidemment, c'est un cheminement. Trouver le cheminement permet justement d'entretenir la motivation. Et le cheminement, il change. Il change parce que ça ne sert à rien. Remettre en question son cheminement est essentiel. Respecter et entreprendre toutes les motivations, il faut comprendre, comme c'est un joueur, qu'à un certain moment, il n'est pas bien psychologiquement, qu'il a besoin d'argent, ou qu'il a besoin... C'est important. Se coacher en équipe, c'est essentiel, parce que ça, moi, parfois, je ne le comprends pas assez. On travaille avec toute une équipe, et il faut pouvoir les coacher, et les coacher, c'est les amener à s'auto-coacher, donc les toucher. Ce qu'on fait ici, on est occupé, pour moi, à se coacher tous ensemble. Quand vous faites la démarche, si je vous dis que c'est pour réfléchir, c'est pour vous coacher vous-même ce matin. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'échec, croyez-moi, il y a simplement la graine de la réussite. D'accord? On a un échec, il faut savoir ce qu'on va faire derrière. Cultiver l'opiniâtreté, c'est important. Ok, il faut de la constance dans les efforts. Ça sert à rien. On a trop de jeunes pour l'instant, ça dure un set. Hein? Je m'abstiens là, parce que malheureusement, ça a encore été le cas. Il n'y a pas longtemps, on est nulle part avec un set. Hein? C'est un sport fantastique, le tennis, vous pouvez mener 6-0, 5-0, vous pouvez gagner encore le match. D'ailleurs, petite anecdote, tout le monde le connaît avec moi, j'ai toujours demandé, je demande à tous les jeunes quel est le score idéal. Hein? Je crois qu'il y en a beaucoup qui connaissent la réponse, parce que j'ai déjà fait la bague 50 000 fois. Monsieur Piret, quel est le score idéal? Je savais que vous étiez quelqu'un d'intelligent, je n'aurais pas dû vous poser la question. Les enfants me répondent 6-0, 6-0, et vous avez presque bon. C'est 7-6, 6-7, 7-6. Ah, j'ai pas entendu le troisième set. Voilà, donc ça c'est déjà la démarche pour être, à mon avis, pouvoir s'auto-coacher, être un bon coach. Alors, petite phrase évidemment que je redis souvent et qui me permet d'étayer ma présentation, c'est de dire, vous savez, quand vous avez de la réussite, c'est une équation. C'est une équation entre deux choses. La détermination, tous les paramètres que l'on peut maîtriser, tout ce que l'on peut mettre en place, cette réflexion
donner le meilleur de soi-même, cette mentalité, cette présence, tout, mais il n'y a rien à faire, il y a un facteur hasard. Le facteur hasard, ben, c'est un facteur que l'on ne maîtrise pas. C'est un facteur qui est variable. Donc, il y a la chance, il y a le circonstanciel, il y a plein de choses. Et la réussite, ben, pour moi, c'est l'équation des deux. Donc, oser changer son cheminement est important. Pourquoi j'ai mis le verbe oser? Parce que trop souvent, il ne faut pas faire comme Yannick Noah. 83, il gagne Roland-Garros. 84, qu'est-ce qu'il fait? Il remet la même chemise pour jouer avec laquelle, alors qu'il avait changé de collection. Donc, on change son cheminement. Ce n'est pas parce que ce n'est pas une chemise qui nous a fait gagner. Ni un slip. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui jouent avec le même slip parfois. Donc, en conclusion, ben, je crois qu'il faut apprendre à relativiser. Hein? On est dans le sport, c'est chouette. Je me suis bien fait comprendre, je pense qu'on ne maîtrise pas tous les paramètres. Donc, apprendre à relativiser est très important. Et surtout, à s'organiser. C'est pourquoi je fais un petit message amical à notre ami Benoît Père, qui malheureusement cherche toujours à son âge son cheminement. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Évidemment, je remets une chose, mais Philippe Geluc, c'est pour rigoler. Hein. Bon, je vous laisse mettre de votre lecture, c'est une boutade, mais c'est parce que M. Geluc me fait beaucoup rire. Voilà, et comme c'est signalé, je suis à 40 minutes, donc vous n'avez que 5 minutes pour vos questions. Je vous demande d'excuser, j'ai été trop long. Si vous n'avez pas de questions, je serai très déçu. Et s'il y a des questions qui fâchent, je serai très content. Pas du tout de questions? Bien sûr. Est-ce que c'est lié le coaching sur David Delachangé, le coach, avec ses résultats? Est-ce qu'il y a une réflexion? Je vais vous répondre, il faut une réponse. Ça va faire rire mes coachs. Je ne sais pas, monsieur. Vous avez une question? Je ne sais pas. Oui. Thierry, votre présentation est très détaillée. Et comme on s'est vu mardi pour la première fois, je t'ai posé une question. J'y réfléchis toujours par rapport à. Donc, je veux vraiment vivre au monde d'un jeune joueur. Je suis parent de joueurs ici, c'est dans ce sens-là que je pose la question. Par rapport à la dureté de la communication pendant moi j'ai un sport collectif où on est jeune jusqu'au milieu professionnel, on rencontre des types de cours, mais qui sont toujours plus ou moins liés à une certaine dureté. Elle peut être passive, elle peut être verbale, elle peut être dans tous les sens. Mais il y a quand même une certaine dureté qui doit, depuis le monde tennis, depuis en Belgique depuis un an, en Slovénie depuis quelques temps. Mais je trouve que le niveau de conduite dans tous les coachs, d'ailleurs j'utilise un mot, je ne sais pas lequel utiliser, la dureté dans cette communication passive ou verbale ne semble pas exister, même si elle existe quelque part, dans le sens où beaucoup d'entraîneurs se mettent au joueur. Il fait bien, tant mieux, il ne fait pas bien, mais essaye encore une fois. Donc, Philippe m'a donné sa réponse qui était la sienne. Il m'a donné aussi la réponse, mais j'y pense souvent. Et c'est normal. Et je suis content parce qu'il y a deux choses qui sont très importantes. Oui, vous n'avez peut-être pas entendu, donc voilà. Je crois que la question d'un papa dont le joueur a réellement des qualités, c'est identifié par Philippe, par Christophe Degen et par moi-même maintenant, voilà, donc il se pose la question. Et je suis content de ma présentation, merci, ce n'est pas pour les louanges de la présentation, mais j'ai bien expliqué une chose, attention, sport co, sport individuel. Donc déjà cette question-là, on ne peut pas faire le même management, la même gestion d'une équipe comme avec une seule personne. Donc ça c'est le premier élément, donc logique qu'on se pose la question. Le deuxième élément, c'est juste pour être bateau, c'est même pas de confiture, donc il y a chacun. Et le troisième élément, c'est dans la présentation, c'est le circonstanciel. Est-ce qu'on va rentrer, à partir du moment où on a 2, 3 entraînements semaine, dans un coaching de fond sur les choses?
ça ne sert à rien de dégoûter le jeune. Donc on ne peut pas nécessairement, on va trouver l'habileté. De plus, chaque personnalité est différente. Et le troisième élément, vous ne pouvez pas, à partir du moment où vous entamez une relation de client avec une structure, il y a quand même des règles essentielles. Vous n'êtes pas dans un club. Évidemment, nous, c'est ce qui nous amène aussi, et probablement à juste titre, mais on en prend l'habitude à se faire, et peut-être c'est justifié, à se faire critiquer dans une fédération. Nous n'avons absolument aucune relation, nous sommes là juste pour l'enfant. Et je tiens à le répéter, je l'ai dit dans la journée, c'est-à-dire que l'on estime que l'équipe n'est pas bonne, c'est pas grave, c'est moi le seul responsable. Pas seul, on a une direction technique, mais j'en prends la seule responsabilité parce que les gens où ils sont égaux, je veux singulièrement les défauts. Mais nous sommes là à n'importe quel prix pour essayer de susciter des réactions chez eux. Vous savez, apprendre, c'est modifier son attitude, son comportement. Donc, nous sommes dans des discours complètement différents. Sans, en plus, nous avons des gens qui viennent parfois maintenant et de plus en plus de cultures différentes. Et c'est très bien. On va avoir des gens qui ont plus un caractère slave ou un caractère méditerranéen, un caractère africain, tout ça. Donc tout ça nécessite de l'adaptabilité aussi du coach. Mais il ne faut pas rêver. Il y a des gens avec qui ça marchera, avec qui ça ne marchera pas. Il y a des gens qui vont trouver sympa ma manière de me comporter sur le terrain, un peu hyperactif, qui court vite et qui gueule tout le temps. Il y a des gens qui vont dire, il me casse les pieds, hein, ce gars. Il n'y a personne qui a raison, il n'y a personne qui a tort. Donc, je pense que tu n'auras pas de réponse. Plus personne? Bah, non, ma Thierry, je suis déçu. T'es déçu? Je suis vraiment déçu de toi. Ah bon? Non, parce que c'était leur équipe, c'est pas demandé qui était le joueur en échec. Le joueur sur la grande dernière, on a pu éviter la slide. Tu vois, ce qu'il y a là. Le gamin? Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Merci beaucoup.